Avec plus de 3 700 membres et ses 5 divisions en constante évolution, Groupe coopératif Dinaco de la Pocatière est une coopérative innovante. Groupe coopératif Dinaco, partenaire officiel de l'émission Le Pied Ferme. Aujourd'hui à l'émission Le Pied Ferme, on est chez M. Alain Gastonguay à Saint-Jean-Port-Joli pour discuter de production de petites céréales. Nous allons aussi profiter de l'occasion pour rencontrer Mme Amélie Martin pour parler de production de blé humain. Bien sûr, la production de blé pour, entre autres, les pains, les farines. Monsieur Castonguay, vous êtes en production agricole depuis combien d'années à peu près? Bien, en production agricole, ça fait moins d'une trentaine d'années que je suis en production. J'ai eu un changement d'orientation il y a 3 ans. Il a fallu que j'abandonne la production laitière pour me lancer dans la grande culture. Entre autres, soya, blé humain, comme on voit ici, et production de fourrage pour le domaine laitier. OK. Là, vous venez de mentionner grande culture, oui. Blé humain. Oui. La différence entre le blé et le blé humain? Bien, c'est un blé qui va à la consommation humaine, comme ça le précise. Il y a des cahiers de charges à remplir, si on veut. C'est un blé qui a des exigences au niveau des toxines, puis au niveau de l'indice de chute, ça veut dire taux de protéines dans le blé. C'est analysé, puis lors de la récolte, un coup séché, c'est analysé. Et puis, quand on a reçu le rapport, bien, on peut l'envoyer à ce moment-là aux minoteries. OK. Puis quand vous parlez justement de l'indice de chute, oui. C'est que vous êtes payé en fonction de la qualité, le résultat global oui. Du grain en soi qui est produit ici. C'est ça. OK. Pour arriver à produire un grain de qualité qui est dédié à la consommation humaine, est-ce qu'il y a des choses particulières que vous devez faire au niveau de la régie des champs? Bien, ça commence d'abord par l'achat de semences, évidemment. C'est une semence non traitée par des fongicides. Parce qu'on sait, les semences traitées, les semences enrobées, eux, ils ne sont pas traités par un fongicide, premièrement. Et il faut respecter un taux de semis qui favorise une bonne compétition avec les mauvaises herbes parce que normalement, on n'utilise pas d'herbicides durant la saison estivale. On peut utiliser un sarcleur, on peut se fier à Dame Nature pour la compétitivité. Donc, c'est ça, c'est une des premières choses à observer. Il faut semer tôt. Parce que semer tôt correspond à un grain, une céréale qui va fleurir tôt et qui favorise un taux de protéines élevé dans le grain, en haut de 12,5, c'est ce qui est exigé. À partir de ce moment-là, l'indice de chute corrobore au taux de protéines qui fait un grain de qualité. Et il ne faut pas le battre, le moissonner trop sec, autour de 18-20 d'humidité, qui est plus humide qu'on peut comparer avec d'autres céréales. Plus c'est sec, mieux c'est, mais pour la conservation du blé, ça est battu un peu plus humide, ça influence l'indice de chute. Au niveau de, lorsque vous faites la récolte, les étapes qui sont à franchir par la suite, vous avez parlé de, oui, l'évaluation de l'indice de chute, mais oui. Est-ce qu'il se fait avant la récolte ou une fois que la récolte est faite? Après, moi, je le mets dans mon silo, qui est à la ferme. Environ au bout de 4 jours, mon conseiller chez Dinaco vient prendre un échantillon. Il l'envoie chez Dinaco, puis il faut analyser. C'est là qu'on a l'indice de chute et le taux de protéines pour le résultat. C'est là que la bonne nouvelle arrive. C'est ça, autant que possible. Fait qu'au niveau conservation, vous avez parlé de 20 d'humidité, fait que votre silo, il se trouve être ventilé, là, on n'a pas le choix. Là. Oui, mais c'est pour ça que je ne le garde pas un mois ici à la ferme. OK. Il va rester quelques jours, puis quand on sait qu'il est accepté, dans les jours suivants, il s'en va. OK. Il s'en va à quel endroit exactement? Là, c'est la meunerie à Dinaco à Saint-Philippe qui va le gérer. Ensuite, eux, après ça, il va s'en aller aux meuneries du Soulanges à Vaudreuil, qui sont réputés pour le blé à pain. Ils en font une spécialité, puis ils ont différentes variétés qui sont logées dans différents silos. On parle d'expert végétal. Qu'est-ce que ça fait un expert végétal chez Groupe Dinaco? Bien, en fait, ça conseille les producteurs sur différentes étapes de leur production de culture végétale. Là. En fait, on va les conseiller sur les variétés,
quelle culture semer, qu'est-ce qui peut être le plus intéressant pour leur sol, pour leur régie. Puis on va les conseiller aussi pour justement la régie de la fertilisation, les taux de semis, les arrosages, la récolte. On essaie le plus possible de venir visiter les champs pour accompagner les producteurs là, pour faire des bons choix dans leur entreprise puis pour avoir une bonne rentabilité aussi. Là. OK. Vous êtes aussi responsable de la section agro-environnement chez Groupe Dinaco. Qu'est-ce que vous touchez au niveau agro-environnement? Bien, l'agro-environnement, là, c'est tout notre travail est beaucoup dans l'hiver à préparer les plans de fertilisation pour l'été prochain, pour l'été suivant, là, pour les producteurs. Donc, on s'assure, c'est beaucoup réglementaire, mais on s'assure, dans le fond, que leur production de fumier à la ferme, principalement, est gérée de façon à ce que ça reste un fertilisant pour l'entreprise, que ça ne devienne pas un polluant quand c'est géré en trop grande quantité. Dans le fond, c'est de bien s'assurer là, que les fertilisants vont à la bonne place dans les champs. Là. OK. On parle à la bonne place, mais aussi avec les bonnes quantités. C'est ça. OK. Les bonnes doses, les bonnes périodes aussi, pour qu'il y ait le moins de pertes possible, que ça soit utilisé le plus possible pour la culture. C'est ça. Dans le fond, c'est vraiment là, chaque champ, selon son analyse de sol, selon sa culture, a telle dose pour s'assurer de rencontrer les besoins de la culture. Là, je parle des fumiers, mais aussi les éléments minéraux, les engrais minéraux là, qui sont utilisés comme fertilisants là, pour chacune des cultures. Puis au niveau de la régie, quelles sont les étapes particulières justement que le producteur doit rencontrer et où vous êtes justement prêt à collaborer avec lui justement pour maximiser l'effet de réussite? Bien, c'est sûr que d'abord, pour les blés humains, on s'assure qu'il y a la bonne semence parce qu'il y a des variétés de blés qui vont classer seulement pour l'alimentation animale. C'est des blés qui sont plus mous, que les taux de protéines sont plus faibles aussi. C'est pas des blés qui vont être intéressants pour faire du pain, justement, là, ou entrer dans l'alimentation humaine pour des blés à pâtisserie. Là. Les blés humains, c'est vraiment des blés qui vont être plus hauts en protéines puis qui ont des indices de chute qui sont plus élevés aussi. Quand je parle d'indice de chute, c'est un test qui est fait une fois que le blé est récolté. On fait une farine avec, puis on le mélange avec de l'eau. Puis là, on met comme une espèce de petit tube dans ce mélange-là. Puis la vitesse de descente du tube est mesurée. Puis plus que le blé va avoir de l'amidon, plus que ça va être lié, puis il va descendre moins rapidement. Dans le fond, il est plus long là, à se rendre jusqu'au fond. C'est la vitesse qu'on mesure. Là. Normalement, un blé humain, on s'attend qu'il descende en 250 secondes et plus. Si c'est moins que ça, c'est parce qu'il n'y a pas une qualité pour faire du pain. Là. Lorsqu'on parle de production de blé, consommation humaine, il doit y avoir un intérêt pécunier, bien sûr, parce que sinon, avec la tâche additionnelle, c'est quel pourcentage à peu près de différence entre l'animal et consommation humaine? 20 à 25 de plus? Pour ma part, la raison pourquoi je fais du blé humain, c'est vraiment un intérêt pour le pain. Parce que moi, j'ai vu évoluer depuis une vingtaine d'années au Québec une variété de pain qui s'est multipliée. On a le temps, on a des pains multigrains, une multitude de sortes de pains. Et je trouve ça intéressant de pouvoir participer à cet essor-là, dans le fond. Et puis, c'est un produit qui va directement au consommateur, qui ne passe pas par l'animal. Donc, j'y trouvais un intérêt. Et puis, niveau pécunier, je vous dirais que si on est fidèle à une production, si on fait une moyenne de quelques années, c'est une production qui peut se comparer facilement au soya, même au maïs. Puis moi, j'ai la chance de vendre ma paille. J'ai accès à un fumier pour fertiliser mes sols, garder le taux de matière organique et une certaine bonne fertilité. Et en vendant la paille, en vendant la céréale, c'est une culture qui est aussi rentable qu'une autre. OK. Puis au niveau engrais, vous avez parlé d'engrais organiques. Est-ce qu'il y a aussi des engrais minéraux qui sont utilisés? Oui, ou normalement, au printemps, après la posse levée, de l'urée qui est mis pour favoriser justement le taux de protéines au niveau du grain. Okay. Ça vaut la peine parce que le ratio entre le coût de l'engrais et le résultat final reste intéressant. On parle de culture, bien sûr, c'est destiné à la consommation humaine. Et si on parle de pesticides, comment on gère le tout, justement, pesticides et alimentation humaine? Ouais, je vous dirais que dans la production de blé, normalement, ou dans la production des céréales, ce qu'on arrose surtout, c'est les mauvaises herbes, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de déchets dans la culture. Puis l'autre pesticide qu'on va mettre, c'est des fongicides, parce qu'à ce stade-ci, le blé est en floraison, c'est la période la plus sensible pour qu'il soit infecté de fusariose. La fusariose, c'est un champignon qui se développe sur le grain, qui baisse beaucoup le rendement, puis aussi la qualité, parce qu'il se développe des toxines, puis c'est moins intéressant et pour l'alimentation animale et pour l'alimentation humaine. C'est
C'est ça. Dans le cas ici, puis je voudrais que c'est un créneau qui est assez particulier au Québec. La meunerie mélanaise, il demande beaucoup à ce que ce soit de l'agriculture raisonnée puis qu'il n'y ait pas d'utilisation de pesticides. Parce que c'est un marché qu'ils ont, c'est un créneau qu'ils ont développé. Fait que dans le fond, ici, là, ils ont plus utilisé des méthodes culturelles là, d'agriculture biologique, là, de passer un peigne puis de s'assurer, dans le fond, d'avoir des bonnes régies, des bonnes rotations pour limiter le plus possible là, qu'il y ait beaucoup de mauvaises herbes dans le champ. Là. Puis il y a moyen aussi, après la récolte, de cribler là, pour éliminer la plupart de ces déchets-là. C'est sûr que pour ce qui est de la fusariose, bien, dans le fond, on espère là, que ce qui est plus tannant, c'est qu'à ce stade-ci, quand c'est très chaud et très humide, comme aujourd'hui, il y a plus de risques que la fusariose se développe, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Puis il y a des variétés qui sont plus sensibles, d'autres qui sont plus tolérantes. Là, fait qu'on essaie de sélectionner des variétés qui sont plus tolérantes à la fusariose. Okay. Tout l'aspect recherche, justement, sur les variétés pour essayer de maximiser l'efficacité de tout ça, comment ça fonctionne au niveau du réseau Coop? Oui, bien, la ferme Technochamp fait beaucoup de recherches pour des variétés de blé. Là, avant, il n'y en avait pas tant que ça, qui avaient des aptitudes à faire du blé humain, mais ils sélectionnent énormément. Ça prend beaucoup de temps, par contre, avant d'avoir des nouvelles variétés à mettre en marché là, en quantité suffisante pour les producteurs. Ça va prendre de 7 à 10 ans là, en sélectionnant, en faisant multiplier par après là, pour avoir des lots de semences suffisamment élevés pour, pour le semis. Là. Mais c'est dans le fond, ils vont chercher de la génétique un peu partout dans le monde. Ils s'assurent pas juste d'avoir la qualité de blé humain, mais aussi que ça fasse du rendement. Puis une bonne tolérance à la fusariose. C'est principalement les 3 choses qu'ils vont regarder là, quand ils vont sélectionner des blés. Puis ils les regardent dans des essais sur plusieurs années, au moins 3 ans, avant de les refaire produire. Là. OK. Si on parle, on a parlé du blé humain, mais si on parle des petites céréales, dans la région ici, et règle générale au Québec, qu'est-ce qu'on retrouve et qu'est-ce qui est plus facile au niveau culture ou production? Bien, les 3 principales, là, on retrouve beaucoup d'avoine, beaucoup d'orge, puis du blé en alimentation, principalement ici dans la région, en alimentation animale, puis un peu en alimentation humaine. Mais l'avoine, c'est une culture qui se fait quand même assez bien parce que au niveau des types de sol, bien, elle tolère un peu plus l'acidité. Ça se fait assez bien aussi. Puis c'est très recherché par Quaker d'un certain marché, puis de l'autre dans le marché des chevaux aussi, là, c'est intéressant. Fait que l'avoine, c'est quand même une céréale qui se fait en assez grande superficie, puis de l'orge, beaucoup pour rentrer dans les moulées là, pour les animaux, puis l'alimentation à la ferme aussi, un producteur laitier ou bovine boucherie là, qui va vouloir avoir un peu de céréales pour l'alimentation à la ferme, puis aussi la litière, là, de la paille, c'est la céréale qui est la plus indiquée, je vous dirais, là, à produire. Au niveau rentabilité pour le producteur qui procède à l'ensemencement et à la culture de blé humain ou d'avoine qui est destinée au gruau, l'intérêt financier est quand même là. Je vous dirais qu'un producteur qui a la régie, qui a aussi l'intérêt de faire un peu mieux, là, le blé va être plus intéressant. Au niveau du coût, la valeur à la tonne est transigée, puis aussi au niveau du rendement, là, je vous dirais qu'à choisir, c'est le blé que je ferais. Là. La Financière agricole du Québec est une organisation de première ligne dans le développement du secteur agricole et agroalimentaire au Québec. La Financière agricole du Québec, 1-800-749-3646. Depuis 1982, la MRC de Kamouraska favorise le développement local et le soutien à l'entrepreneuriat sur son territoire. La MRC de Kamouraska, fier partenaire de l'émission Le Pied Ferme, 88 492 1660. Vous êtes peut-être de ceux qui font de l'asthme à cause de vos chiens ou de vos chats, mais saviez-vous que le chat pouvait aussi faire de l'asthme? C'est la chronique vétérinaire d'aujourd'hui, les allergies chez les animaux de compagnie. Oui, les allergies. En fait, le chat, avec son allergie respiratoire, est un petit peu plus particulier, puis ça ressemble à nous l'humain, mais en général, les allergies chez les animaux de compagnie vont se traduire par des problèmes cutanés. De peau, donc. Oui, des problèmes de peau. Qu'est-ce que ça va faire? Ils vont perdre le poil? Ils vont se gratter plus? Ils vont se gratter. En fait, c'est beaucoup des démangeaisons. On va avoir, entre autres, des otites. La fameuse otite que les chiens ont très souvent. C'est un symptôme d'allergie chez certains. Pas chez tous, mais chez certains. On ne connaît pas bien le mécanisme qui va amener les allergies. Et on ne peut pas toujours trouver non plus l'allergène en cause. Et souvent, malheureusement, il y a plus qu'un allergène.
Vous allez souvent entendre parler des gens qui sont allergiques au beurre de pinot. Bien, c'est ceux qui sont allergiques aussi à la pénicilline, qui sont asthmatiques, qui font des réactions à tout pour rien, ils ont le rhume des foins. C'est un peu un phénomène là, qui tend à avoir plusieurs facettes. Donc, le chien peut avoir des allergies alimentaires, il peut être allergique à autre chose, c'est le chat aussi. Est-ce qu'il y a des animaux qui sont plus propices aux allergies? Oui, oui. On a certaines races qui sont plus prédisposées aux allergies ou aux problèmes cutanés et on a certains individus dans les races qui sont plus prédisposés. Des lignées peuvent être plus prédisposés aussi aux problèmes. En fait, dans nos grands champions de problèmes de peau, chez les chiens, c'est sûr qu'on parle du bulldog anglais, qui a beaucoup de problèmes de peau. On a les boxeurs qui ont tendance à être selon allergiques. toi, C'est tout simplement des croisements qui ont été faits avec des individus, probablement avec des sensibilités. Le mal-aimé pitbull aussi est un chien qui a énormément de problèmes cutanés. Les chats dans l'asthme, c'est assez... je veux dire que c'est pas mal partagé. Donc, quand un animal a une allergie, on est bien désolé quand on est son maître. Comment on fait pour prévenir peut-être les allergies? Bien, en fait, il y a deux choses. C'est sûr que quand un animal nous est présenté avec des problèmes de peau récurrents, donc on a tous le droit de faire une otite une fois dans notre vie, mais c'est sûr que si on en fait à répétition ou on a des problèmes de peau à répétition, ou quand certaines lésions nous apparaissent comme étant suspectes d'allergie, il faut commencer à essayer de trouver quel est le problème, parce que ça peut être des allergies multiples, mais ça peut être des allergies plus ciblées. On a deux manières de faire, en fait. On a le bon vieux essai-erreur. Donc, souvent, on va commencer par des diètes qu'on appelle des diètes d'exclusion, des diètes hypoallergènes strictes, qui sont vraiment faites en usine pour scinder la protéine en plusieurs petites parties pour que l'animal n'ait pas de réaction. Pourquoi je parle de protéines? C'est que la protéine, c'est la plus grande molécule qu'on va ingérer, donc la plus facile à reconnaître par le corps comme étant une ennemie. Mais il existe aussi des tests d'allergie pour les animaux qui sont faits par des dermatologues. Même chose que chez l'humain, on rase, on fait des petites piqûres avec des allergènes et on détermine à quoi l'animal est allergique. Donc, c'est vraiment fait en collaboration avec notre vétérinaire. Oui. C'est un épi de blé. Ce qu'on voit ici, là, comme une petite fleur blanche, en fait, c'est vraiment la floraison. L'épi sort de la feuille étendard, là, qui est la dernière feuille complètement. C'est la feuille qui fait le plus de rendement, là, qui contribue le plus au rendement, en fait, du plant. Donc, le blé est sorti peut-être il y a près d'une semaine. Puis 2-3 jours après, il apparaît ces petites fleurs-là. Ça, c'est la fleur du blé. Là. C'est sûr que c'est pas... C'est pas démonstratif, hein? On ne pas de bouquet avec ça, mais c'est quand même intéressant. On peut faire une gerbe, mais pas un bouquet. Non, c'est ça. Puis le grain, il se cache ici à l'intérieur. Là. Je vais essayer de... Voyons, de le faire, ça va... Travail de précision. Oui, c'est ça. Il ne cache pas. Il n'est pas mûr, hein? Fait que il n'est pas prêt. C'est ça. C'est laiteux un petit peu. Ça, c'est le grain du blé là, qui est ici, qui va continuer à se remplir parce que là, il est encore laiteux. Là. Il y a encore du lait dedans, fait qu'il n'est vraiment pas prêt à être récolté. Il forme son amidon, puis normalement, d'à peu près un mois, là, ça va être prêt. C'est une culture de combien de jours habituellement? 90 jours à peu près. OK. Puis pour les autres céréales, règle générale, c'est... C'est sûr que selon les variétés, c'est plus ou moins, mettons, 10 jours dans le blé. Il y a des blés plus hâtifs, des blés plus tardifs. L'orge va être un peu plus hâtive, là, à peu près 80 jours. Puis l'avoine, ça va dépendre. Ça va aller jusqu'à 110 jours. Là. Je vois à peu près selon... Non, c'est ça. Mais il y a vraiment une bonne variation selon les variétés de blé. Là, OK. Vous avez parlé tout à l'heure d'agro-environnement. Il y a une partie, bien sûr, de la tige qui s'appelle la paille, qui est récupérée comme matière absorbante au niveau de litière. Mais il y a aussi, dans certains cas, une partie qui est gardée au sol. Oui, bien, c'est sûr que de tout le temps puiser toute la culture au complet, ça prélève beaucoup du sol. Fait que c'est sûr que c'est intéressant pour le producteur de récolter sa paille puis de la vendre. C'est une deuxième récolte. Là. Mais c'est sûr que de tout le temps puiser au sol, bien, il faut ramener aussi. Là. Quelles sont les conditions moins gagnantes qu'une année qui fait en sorte où le blé est moins, où on en produit moins, où c'est moins concluant? Est-ce que ça arrive? Bien, c'est toujours des risques considérés par rapport à la météo, bien sûr. Mais bon, ça prend les terres drainées. Parce que si on veut semer tôt, il faut que les terres soient drainées. Si les terres ne sont pas drainées, bon, on ne peut pas semer tôt et tout ce que je vous expliquais tantôt s'enchaîne. Si on ne somme pas tôt, mais le résultat est moins là. S'il y avait une mauvaise année, les étapes qui seraient à franchir, il ne classe pas, là? Non, il ne classe pas, il s'en va en blé animal. Mais moi, je ne baisse pas les chines pour autant. C'est que
déjà l'année prochaine, j'ai un plan d'action pour m'améliorer encore. C'est un meilleur travail du sol, une meilleure préparation du sol au printemps pour préparer un meilleur taux de semis. Si le sol est bien préparé, le taux de semis suit. C'est indéniable, ça. Et je veux, l'année prochaine, avoir un taux de semis plus élevé pour être capable de passer un peigne, ce qui est connu chez les producteurs biologiques pour traiter les mauvaises herbes. En semant plus fort comme ça, on offre une belle compétitivité avec les mauvaises herbes. Et puis, non, je pense que c'est une question de régie. Et moi, je fais des rotations avec d'autres cultures. Et je crois que si une année, le blé est moins bon, on peut avoir une meilleure récolte dans le fourrage ou dans le soya. C'est une question de régie et de diversité, la biodiversité. Okay. Puis au niveau de diversité, justement, est-ce que c'est au niveau financier, quand on réussit bien, c'est quand même intéressant? Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez vouloir développer un petit peu plus au courant des prochaines années ou c'est relativement stable? Oui, j'ai des projets soit de louer d'autres terres extérieures, puis même de former un groupe de production pour utiliser des terres qui sont presque abandonnées ou moins productives dans le coin, il y en a, puis justement de donner l'expansion de production de céréales comme ça. Okay. La variété qu'on a dans le champ? Snowstar. Snowstar, oui. OK. Une variété nouvelle qui m'a été conseillée, puis mon conseiller en production végétale, il lui a plu. Il a trouvé qu'elle avait bien répondu. Ce que moi, j'ai remarqué, c'est que malgré le printemps froid qu'on a eu, dans certains champs, ça a eu de la misère, comme on dit, là. Mais ça s'est rattrapé. Mon Dieu, j'ai la grande surprise. Ça s'est rattrapé, ça s'est uniformisé. Le producteur nous parlait tout à l'heure d'un taux d'humidité de 20 dans la céréale lorsqu'il est destiné à la consommation humaine. C'est quand même relativement élevé au niveau de... Ouais. Et si c'est resté humide trop longtemps au champ, selon les conditions de météo, il y a déjà une pré-germination qui se fait sur l'épi avant même qu'il soit récolté. Okay. Dans ce temps-là, quand ça commence à germer sur l'épi, c'est une enzyme qui se développe dans le grain puis qui fait digérer l'amidon, donc qui baisse l'aptitude à faire du pain. C'est pour ça, dans le fond, qu'ils vont la récolter aussitôt qu'il va être mature, mais pas complètement sec. Ils vont le récolter plus humide, puis ils vont le faire sécher à la ferme plus rapidement. Fait qu'il va rester moins longtemps au champ, puis potentiellement qu'il puisse avoir la germination sur l'épi. OK. Fait que lorsqu'on parle de récolte de blé humain versus de blé ou d'orge, on voit dans certains cas les producteurs qui vont endainer, qui vont faucher au préalable pour le laisser chasser, déposer au champ. Dans le cas du blé humain, c'est surtout à ne pas faire. Non, c'est ça. Ça, c'est une pratique qui se fait beaucoup dans le Kamouraska, d'endainer avant de battre les céréales, parce que des fois, c'est pas tout le temps égal dans le champ. Puis en l'endainant, bien, il sèche au champ une semaine ou deux. Puis là, tout est égal en même temps. Il y a eu le temps de sécher. Là. Effectivement, dans le blé, là, si on ne veut pas que ça reste trop longtemps au champ, puis que l'humidité baisse lentement, puis risquer beaucoup de diminuer notre qualité de blé, bien, on le récolte rapidement, puis on le fait sécher en silo là, ou en séchoir. Là. Est-ce que ça arrive qu'un producteur a des mauvaises surprises? Dans le fond, il pense que son blé est bon, puis il arrive, oh non, trop humide, on passe pas. Oui, c'est sûr qu'avant de le livrer, normalement, ils font des tests tout le temps pour être sûr de ne pas se faire prendre, justement, parce que quand le blé humain, souvent, il est livré dans la région de Montréal. Fait que s'il est humide rendu là, bien, c'est tannant un peu de trouver une place où le faire sécher. Là. Fait qu'il s'assure normalement qu'il part d'ici puis qu'il est assez sec. Là. De toute façon, quand il reste trop humide durant l'hiver, là, il risque d'avoir du grain qui va chauffer là, par l'humidité, puis qu'il perde sa récolte. C'est à faire attention. Normalement, quand il est entreposé, là, il faut qu'il soit assez sec, là, autour de 12-13 d'humidité. OK. Fait qu'à 12-13 règle générale, c'est ce que les producteurs on retrouve une fois qu'il a été ventilé et dit séché là, dans les silos à la ferme. C'est ça. Mais des fois, quand il est trop humide, il faut vraiment le faire sécher au séchoir là, okay. avec du propane. Là, juste le ventiler, c'est pas assez. Là. On va être capable de le faire baisser un peu de quelques degrés d'humidité, mais quand il est autour de 20 degrés, là, souvent, il faut vraiment qu'il soit séché avec un silo séchoir. Là. Vous parlez d'achat d'autres terres ailleurs dans la région, pas loin d'ici. Est-ce que vous trouvez que la géographie est parfaite ici pour ce type de culture-là? Le blé, oui. Malgré tout, le blé, c'est pas une plante difficile, hein, résistante. Contrairement à l'orge qui est sensible au froid et à la pluie. Le blé, lui, il est résistant. Sauf qu'il y a le caprice d'arriver et de dire le blé à pain, il passe ou il passe pas. Mais seulement, tu es assuré d'une récolte quand même. Là. Puis, au niveau que la géographie des terrains, oui, je pense que le potentiel est là. Il faut continuer à bien travailler nos terrains, les drainer. Puis, avec le travail minimum du sol aussi, on va aller chercher des avantages. Au niveau des, juste à titre d'information pour les producteurs qui nous écoutent, les meilleurs résultats, vous les avez eus dans quel genre de type de sol présentement là, sur vos 3 années? Moi, je vous dirais que c'est dans les loams sableux. Okay. Oui. Qui se draine bien. C'est un sol qui se draine bien, puis en même temps, il y a une part d'argile dedans, à l'intérieur, donc il
Il retient un certain pourcentage d'humidité de matière organique. C'est un bon mélange de sol. Puis ça travaille bien l'automne, même si des fois on a des terrains humides l'automne, c'est un sol qui travaille bien, contrairement à de l'argile, il fait qu'il est plus délicat un peu. Puis il se réchauffe rapidement au printemps, bien sûr. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est intéressant. Oui. Puis malgré tout ça, il y a quand même les producteurs qui voudraient quand même se lancer dans l'expérience de produire. Il y a quand même de la place et le prix est quand même relativement intéressant malgré le fait que le transport... Oui, puis c'est un 40 à 50 $ le plus la tonne là, en moyenne d'avoir un blé qui classe pour l'alimentation humaine. Là. Plus qu'il y a haut en protéines, plus il est intéressant. Là. Je pense qu'il y a une surprime là, de quelques dollars la tonne selon le degré de protéines qui est dedans. Là. Oui, c'est super intéressant là, au niveau de rentabilité. La plus-value, oui. là. OK. Mais de toute façon, c'est que le producteur qui veut faire l'essai, il ne perd pas tout parce qu'il peut quand même être utilisé en animal. S'il ne classe pas au niveau de la protéine pour le blé humain, c'est sûr qu'au niveau animal, là, on va y trouver une place, c'est sûr et certain. Là. OK. Fait qu'on va juste faire des toasts? Oui. Pain brun pour moi. Pain brun pour toi. Sans faire de promotion, dans la région ici, on le retrouve à quel endroit? Chez IGA. IGA? De Saint-Jean-Port-Joli? C'est ça. Fait que c'est la place pour s'approvisionner. Oui. Si on veut goûter à votre blé. Oui. Le Guide alimentaire canadien recommande de consommer de 3 à 8 portions de produits céréaliers chaque jour. Ceux-ci fournissent de précieux grains entiers, faisant profiter l'organisme d'une gamme de vitamines et minéraux essentiels. Le blé est une excellente source de phosphore, de magnésium, de fer, de zinc, de manganèse, de cuivre, de sélénium ainsi que de nombreuses vitamines. Pour tirer bénéfice du plus grand nombre de nutriments possibles, on surveille de près les désignations suivantes: blé entier, blé moulu sur pierre, de même que son et germe de blé. Ce sont des indicateurs précieux pour choisir grains qui n'ont pas ou très peu été transformés. Le blé est essentiel au bon fonctionnement intestinal. Nous espérons que l'émission d'aujourd'hui vous a plu. Que vous êtes maintenant apte à faire la distinction entre avoine, blé, orge, etc. Et peut-être même que vous avez envie de vous lancer dans la culture de petites céréales. Avec plus de 3700 membres et ses 5 divisions en constante évolution, Groupe coopératif Dinaco de la Pocatière est une coopérative innovante. Groupe coopératif Dinaco, partenaire officiel de l'émission Le Pied Ferme. La Financière agricole du Québec est une organisation de première ligne dans le développement du secteur agricole et agroalimentaire au Québec. La Financière agricole du Québec, 1-800-749-3646.